À l'émission d'aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir Geneviève Lamoureux, étudiante en orthophonie et employée à l'association Bégaiement Communication. Ayant elle-même un bégaiement, Geneviève s'implique dans la communauté bègue depuis plusieurs années et elle contribue à la sensibilisation du public ainsi qu'à l'offre de divers services destinés aux personnes qui bégayent. Avec elle, nous avons pu comprendre un peu mieux ce qu'est le bégaiement et comment l'expliquer. En se rapportant à son expérience personnelle ou à celle de ceux et celles qu'elle accompagne à l'association Bégaiement Communication, Geneviève nous a permis d'en apprendre plus sur les discriminations auxquelles les personnes bègues doivent faire face, ce qui nous a poussé à interroger nos préjugés et la façon dont ils sont véhiculés dans la culture populaire. Finalement, tout au long de cet échange, nous avons pu interroger notre rapport à la différence, à la santé, à la parole, à la communication et à l'efficacité. Pour approfondir les réflexions que nous évoquons dans cet épisode, nous vous invitons à écouter les balados de l'émission Je suis un podcast, produite par l'association Bégaiement Communication et que Geneviève coanime. Vous trouverez le lien vers ces émissions dans la description de la vidéo. Bonne écoute. Avec nous aujourd'hui. Tu vas nous parler du bégaiement, tu vas nous parler des problématiques reliées au bégaiement, des formes de discrimination qui existent vis-à-vis des personnes bègues. Puis on va parler ensemble là, de comment approcher cette différence. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je commencerai pour bien éclairer nos auditeurs et auditrices par une petite définition. Qu'est-ce que le bégaiement? Qu'est-ce qui se passe quand on bégaie? Puis on l'a précisé, tu es une personne toi-même qui bégaie, donc n'hésite pas à te référer à ton expérience personnelle si tu le souhaites. Oui, ben tout d'abord, je voulais vous remercier pour la tribune que vous m'offrez sur votre podcast. Puis je pense que ça va permettre aussi de sensibiliser des personnes à la réalité du bégaiement et à la réalité des personnes qui bégaient. Donc, pour répondre à ta question, le bégaiement, c'est un trouble de la parole et c'est plus précisément un trouble de la fluidité. Quand la personne bégaie, elle sait très bien ce qu'elle veut dire. C'est à la sortie des mots que ça se complique. Et on considère aussi que c'est un trouble neuromoteur qui a des origines génétiques et neurologiques qu'on va parler plus tard. Il y a 1% de la population adulte qui bégaie. Par contre, chez les enfants, ça va jusqu'à 5% qui vont présenter du bégaiement dans leur enfance. Et chez ces enfants-là, ben, vu qu'il y a 5% qui en présentent, mais il y a 1% de la population adulte qui bégaie, ça veut dire que chez les enfants, ça tend à disparaître. Lorsque ça disparaît, on dit que c'est un bégaiement transitoire et on parle alors de récupération spontanée. Et lorsque ça persiste, donc chez 1% des adultes, on sait que on dit que c'est du bégaiement développemental persistant. J'ai dit tantôt qu'il y a des origines génétiques et neurologiques. Ben en fait, c'est pas des origines neurologiques, mais des particularités neurologiques plutôt. Pour ce qui est de la génétique, j'aimerais ça vous en parler en long et en large, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et je ne suis pas experte non plus. Je vous référerai plutôt à notre podcast qui est Je suis un podcast. Dans notre épisode 9, ça porte sur la génétique et notre invité nous vulgarise très très bien les récentes avancées scientifiques. Mais pour le moment, je vais seulement dire qu'il y a des recherches qui sont faites sur le sujet depuis les années 90, donc ça fait 30 ans. Et la plupart des chercheurs, même que tous les chercheurs, ben, on peut jamais dire tout, là, mais que la plupart, oui, s'entendent pour dire qu'il y a une composante génétique qui est importante. Il y a des études faites sur des jumeaux, sur des familles où il y a un taux de
de bégaiement très haut. Et plus récemment, il y a des études qui s'appellent des études d'association pangénomique qui portent sur une grande quantité d'individus qui sont pas liés. Et ces études-là visent à trouver le plus grand nombre de gènes associés à cette condition-là. Du côté de la neurologie, il y a les travaux de So-Eun Chang, qui est une étoile montante dans le domaine, qui nous révèle plusieurs choses à ce sujet. Ces travaux montrent que, notamment dans l'hémisphère gauche, qui est responsable du langage, chez les personnes qui bégaient, les connexions neuronales sont plus faibles entre les aires qui sont responsables de l'audition et ceux qui génèrent les mouvements pour la parole. Elle a aussi observé qu'il y a des différences dans le corps calleux, en gros, qui est la partie dans notre cerveau qui connecte les deux hémisphères. Et selon So-Eun Chang, elle pense que le bégaiement, en fait, est un résultat de ces connexions-là qui sont plus lentes, puisque la parole, en fait, ça demande une coordination extrêmement rapide. Et en fait, on peut même être surpris qu'il n'y a pas plus de gens qui bégaient, parce que la parole, c'est une des activités motrices les plus fines et les plus complexes que les humains font. Quand on parle, en fait, c'est qu'il y a des connexions dans notre cerveau qui disent à nos articulateurs, comme notre langue, notre menton, même nos lèvres aussi, de se positionner à telle place, à telle vitesse. Puis quand on bégaye, c'est ça, vu que les connexions sont plus lentes, puis en fait, c'est un dysfonctionnement de ces commandes-là. Puis j'ai dit tantôt aussi qu'il y a des enfants, c'est ça, qu'il y a 5% des enfants qui bégayent, mais qui montrent, qui présentent de la récupération spontanée. Et les travaux de So-Eun Chang montrent que chez les enfants qui ne bégaient plus, que les connexions entre ces aires-là, donc ceux qui sont responsables de l'audition et ceux qui produisent les mouvements de la parole, se sont renforcés. Et ce renforcement-là, ça ne se produit pas chez les enfants dont le bégaiement persiste. Mais depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de facteurs biologiques, mais je me demandais en fait, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui seraient non biologiques qui pourraient contribuer à une personne à développer d'un côté le bégaiement ou quand tu as le bégaiement qui l'accentue ou qui peut l'atténuer en fait. Donc, quels sont les facteurs comme sociaux, psychologiques, historiques d'une personne là, qui peuvent rentrer en compte dans le bégaiement? Je pense que d'une part, c'est important de préciser qu'il n'y a pas de facteurs sociaux ou psychologiques qui peuvent faire en sorte que le bégaiement soit présent si la composante génétique n'est pas là. En gros, pour reformuler, là, pour emmener ça sous un autre angle, il y a un gros préjugé qui veut que le bégaiement soit... que c'est possible qu'on bégaye suite à un traumatisme. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé à quelques reprises. Puis en même temps, je trouvais ça super drôle que des gens soient à l'aise de me demander qu'est-ce que ton traumatisme? As-tu eu une enfance malheureuse? Ouais, Veux-tu en parler? C'est particulier. Il y a des études qui ont montré clairement qu'il n'y a aucun lien entre un traumatisme et le bégaiement. Par contre, c'est sûr qu'un enfant qui bégaye, qui est dans un environnement, ou par exemple, là, je mets ça au pire, là, mais c'est des histoires qu'on nous rapporte par contre et que j'ai entendues dans des documentaires aussi. Si un enfant bégaye, grandit dans une famille qui considère, dans une famille ou dans une culture même qui considère que le bégaiement est mauvais, dans un documentaire, j'ai vu qu'il y a un homme qui disait quand je bégayais petit, mon père me giflait. C'est horrible, là, tu sais, mais donc grandir dans des circonstances comme ça, ou même moins pire, grandir avec une idée que bégayer c'est mal, que bégayer c'est pas beau, ou tes parents sont fiers de toi quand tu bégayes pas, mais c'est pas nécessairement quelque chose que tu contrôles bien. Ça peut faire en sorte que la peur de
bégayée soit plus grande, soit plus présente, et le bégaiement est là, tu sais, mais toutes les couches qu'on met sur notre bégaiement, donc le stress, peur que ça arrive, toutes ces idées-là qu'on intériorise font en sorte que le bégaiement peut être plus apparent, que les moments de bégaiement peuvent être plus présents. Donc, voilà. Ça répond à votre question. On a parlé, en fait, on vient de parler justement de ces moments où le bégaiement peut être accentué, aggravé dans une certaine forme. Puis on a parlé justement de l'accompagnement qui était possible de faire pour les personnes qui bégaient. Donc, quelles sont les formes de prise en charge, on peut dire, pour les personnes qui bégaient? On peut penser aux enfants, la façon dont justement on peut les accompagner, peut-être même voir une disparition du bégaiement. On peut penser aussi aux adultes. Je pense que c'est quelque chose que tu touches dans ton travail. Donc, quelle forme de prise en charge existe pour les personnes qui bégaient? Ce qu'on conseille pour les personnes qui bégaient, c'est de consulter une orthophoniste qui est spécialisée en bégaiement. Parce qu'on sait qu'il y a des orthophonistes qui sont spécialisés dans autre chose. Donc, si on en consulte une, mais qu'elle n'est pas à l'aise avec ça, c'est sûr que ça va aider moins qu'une personne qui se connaît vraiment bien. Chez les enfants et chez les adultes, c'est très différent. Moi, j'oserais pas dire ma spécialité, là, parce que c'est vraiment pas encore ça, mais mon champ d'intérêt, disons, c'est les adultes. Donc, pour les enfants, je vais en parler seulement brièvement. Lorsque les enfants sont à un âge préscolaire, il y a des thérapies qui existent qui insistent sur la fluidité. Il y a une intervention pour les enfants qui s'appelle le LIDCOM. Puis, il y a plusieurs études là, qui montrent que le taux de récupération spontanée est de 75%. Donc, que l'enfant consulte ou non, il y a des bonnes chances que ça disparaisse. Et cette thérapie-là, il y a des études qui montrent que ça monte plus haut que ça. Donc, possiblement que cette thérapie-là peut aider. Mais j'ai pas vraiment lu sur le sujet, je sais juste que ça existe, puis que les orthophonistes qui sont en préscolaire s'en servent beaucoup. Voilà. Chez les adultes, en fait, quand un enfant a autour de 8 ans et qui bégaye, là, on considère que son bégaiement ne partira probablement pas. Donc là, l'approche change. On est dans une approche où, on tient pour acquis que ça partira pas. Donc, dans ces cas-là, pour les enfants plus vieux et pour les adultes, il y a deux grandes approches qui sont le façonnement de la fluidité et la modification du bégaiement. Quand on est en façonnement, on travaille en fait à ce que la personne parle de façon plus fluide. Il y a des études qui montrent, par exemple, il y a un traitement qui s'appelle le Camperdown, qui va aider la personne à parler plus lentement. Puis au début, c'est très, 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 très lent, puis de plus en plus, on s'en va vers une parole plus lente. Puis les études montrent que la réduction du bégaiement peut aller jusqu'à 50 à 57% chez certaines personnes. Mais pas tout le monde. Tu sais, il y a des gens chez qui ça marche pas, puis on sait pas encore pourquoi précisément. Tu sais, peut-être, ça c'est mon hypothèse, là, ça n'a rien de scientifique du tout, mais peut-être que leurs capacités attentionnelles sont moins hautes que chez d'autres personnes. Tu sais, il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en jeu. Parce qu'il faut comprendre aussi que quand on applique une technique pour que sa parole soit plus fluide, notre attention est prise par ça aussi, tu sais, donc t'as moins d'énergie pour penser à ce que tu vas dire. Bref, donc voilà pourquoi peut-être chez certaines personnes ça marche moins bien, mais tout ça pour dire que la fluidité à 100% chez une personne qui bégaye, en fait, qu'il y a un bégaiement développemental persistant,
c'est pas un objectif qui est réaliste. Mais encore là, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui bégayent que vous interviewerez puis qui vous diront moi je suis un ex-bègue puis je bégayais plus, tu sais. Donc c'est sous toute réserve, mais ce que les études montrent, c'est que ça diminue jusqu'à 50 à 57%. Quand on est dans une approche de modification du bégaiement, donc ce que le façonnement de la fluidité c'est qu'on veut travailler avant que le bégaiement se produise pour faire en sorte que la personne soit confortable on vise aussi à ce que la personne soit confortable dans sa parole, mais le premier lieu, c'est la première chose qu'on vise, c'est la fluidité. Dis-je tout en bégayant. Donc, on va faire en sorte que la personne sente que son bégaiement s'en vient, puis utilise sa technique pour pas que ça paraisse dans le fond. Quand on est dans une modification du bégaiement, qui est la deuxième grande approche, on vise que la personne soit vraiment bien dans sa communication, qu'elle bégaye ou non, puis on insiste beaucoup sur la spontanéité, puis on vise aussi à ce que, comme j'ai dit tantôt, que la personne soit plus confortable. Donc, si la personne, par exemple, dans ses blocages, elle a de la misère à s'en sortir, parce qu'on va parler plus tard de ce que la personne ressent quand elle bégaye et ce qui se produit, là. Si la personne bloque, par exemple, sur un mot qui commence par P, comme papa, si elle bloque sur le P, elle sait pas comment se sortir de son P, donc ça peut être extrêmement long, tu sais. Il y a des blocages. Moi, j'ai été dans des congrès où la personne pouvait, ou des personnes que j'ai rencontrées qui bégaient peuvent avoir des blocages longs de 30 secondes à 2 minutes, tu sais. Puis c'est correct aussi, je veux dire que tout ça est correct tant que la personne est bien. Mais la personne peut rester prise dans son blocage, et si ça lui convient pas, ce que la modification du bégaiement fait, c'est apprendre à comment se sortir de son blocage plus vite, être plus confortable dans sa parole. Moi, c'est une approche que j'aime beaucoup, puis c'est ce que j'ai fait en thérapie aussi, parce que je trouve que ça me ressemble plus. Je suis quelqu'un de très spontané, puis de toujours avoir à penser à comment je respire, parler plus lentement, plus calme. Tu sais, oui, il y a certains moments où les techniques que je me sers, c'est plus dans une approche de façonnement. Mais la plupart du temps, quand j'ai du fun puis que je me laisse à aller plus comme maintenant, mais c'est une approche de modification de. Donc, on peut, si la personne bloque sur le P, par exemple, on peut faire en sorte que son P soit plus doux, que la personne, elle s'arrête, qu'elle recommence le son, des choses comme ça. Ben là, c'est sous toute réserve, là. Peut-être qu'il y a des orthophonistes qui m'entendraient et qui diraient, ben non, c'est pas ça, mais je vous rappelle que je ne suis pas orthophoniste encore. Voilà, puis dans les interventions, que ça soit en façonnement ou en modification, il y a une grande composante aussi qui insiste sur la désensibilisation. Parce que quand on a bégayé toute notre vie, quand on a grandi avec cette idée-là que bégayer le moins possible, c'est mieux, tu sais, il y a tellement de stress qui peut être associé à ça. Moi, dans ma thérapie, j'ai fait de la désensibilisation beaucoup, parce que j'avais une peur noire des présentations, par exemple, appeler des gens au téléphone. J'avais peut-être j'en ai encore un peu, de l'anxiété sociale. Et il y a beaucoup de gens qui bégayent qui ont ça, parce que ce que l'anxiété sociale, c'est, dans le fond, c'est une peur du jugement négatif des autres. Puis quand t'as grandi avec cette idée, ou des réactions, beaucoup des gens dont on va parler tantôt, là, mais avec cette image-là que les gens te renvoient de comment tu parles, c'est pas correct. Et c'est intéressant parce qu'il y a un article qui est sorti récemment sur le fait que le façonnement de la fluidité, ça pourrait être contre-indiqué chez les personnes qui bégayent, qui ont de l'anxiété sociale, parce que ça, tu sais, c'est pas ça que les orthophonistes veulent, c'est pas ça que la thérapie veut non plus, mais ça sous-entend que moins tu bégayes, mieux c'est. Donc ça renforce cette peur-là, tu sais.
Ben, c'est pas que ça sous-entend ça. Je veux vraiment mettre des gants blancs. Ça sous-entend pas ça, mais la personne qui bégait et qui a intériorisé beaucoup de ces jugements-là pourrait tirer ce message-là de cette forme de thérapie. Donc, c'est contre-productif. C'est ça. Fait que je pense que, mais ça, c'est mon opinion d'une personne qui est pas orthophoniste encore, mais qui baigne dans ça, là. Je pense que c'est important d'aller creuser cet aspect-là chez la personne. Tu sais, quelles sont tes peurs? Quelles sont tes pensées quand tu bégayes? C'est quoi le moment de bégaiement qui te fait le plus peur? Dans quelle situation est-ce que tu es le plus inconfortable? Puis qu'est-ce que tu penses à ce moment-là, tu sais? Je pense que c'est important de voir tous ces aspects-là. Parce que de mon expérience à moi, mais encore là, c'est peut-être pas généralisable, mais les techniques fonctionnent le mieux quand mon esprit est pas accaparé par ces mauvaises idées-là. Fait que c'est efficace aussi. Mais encore là, chaque personne est différente, puis on peut pas parler pour tout le monde. Là, ça semble bien fonctionner. Tu viens enregistrer un podcast avec nous et ton propre podcast, donc tu sembles avoir au moins avoir diminué grandement de cette anxiété sociale-là de parler en public. Donc, ça semble bien fonctionner. Je voudrais peut-être poser des questions aussi qui passent sur peut-être un sujet comme un petit peu plus social et de voir en fait comment est-ce que les gens voient le bégaiement, comment est-ce qu'on le conçoit dans notre société et est-ce que ça correspond à ce que les gens qui bégaient ont comme expérience? Ouais, je pense qu'on grandit souvent avec cette idée-là que le bégaiement, c'est mal, ou que c'est mieux si on bégaye le moins possible, parce que justement, dans notre société, les représentations du bégaiement sont pas très belles. C'est en train de changer, mais c'est un bagage que je considère assez lourd, là, qu'on traîne. On peut penser, par exemple, à des films comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, que j'ai jamais vu, soit dit en passant, mais que j'ai entendu parler dans des documentaires puis qui revient souvent sur des podcasts sur le bégaiement. Et dans ce film-là, on montre, comme j'ai dit tantôt, là, un des préjugés les plus tenaces. On sous-entend en fait que le bégaiement du personnage principal, je sais même pas si c'est un des personnages principaux parce que j'ai jamais vu le film, mais un des personnages les plus importants, que c'est le résultat d'un traumatisme psychologique. Dans The King's Speech, qui est dans le discours du roi, qui est réalisé par une personne qui bégait, et qui est un très bon film, là, d'un point de vue historique aussi. Ça montre beaucoup de thérapies anciennes là, qui sont un peu cocasses, disons, comme mettre des pierres dans la bouche pour bégayer moins. Il y a un moment où son orthophoniste est comme assis sur son torse. Ça n'a pas d'allure. Mais bref, on sous-entend encore que possiblement son bégaiement est causé par son éducation très rigide et des traumatismes dans son enfance. Donc, on revient à ça encore. Mais ça commence à changer. Tu sais, j'ai pas d'exemple en tête. Là, mais oui, récemment, dans le film It, ça, avec le clown dans le caniveau. C'est ça, le clown dans le caniveau? Oui, ben... Il y a un moment où il est dans le caniveau, là. Non plus. Le personnage, le jeune, il s'appelle Bill. Il bégait, ça paraît, puis c'est jamais quelque chose qui est discuté dans le film, je pense. C'est juste, il est comme ça, puis de ce qu'on m'a rapporté, là, il semble très fort. Il semble avoir un caractère fort. Même si, vous voyez comment c'est insinué? Comment c'est insinueux? Pas même si. Il y a un caractère fort tout en présentant du bégaiement. Mais par contre, on voit à la fin du film qu'il est adulte puis qu'il bégaye presque plus, sauf à un moment. Fait que ça, c'est encore une idée que souvent, quand on grandit, on bégaye moins. Ou plus du tout. Ce qui arrive chez certaines personnes, mais je trouve ça dommage que la représentation qu'on a, c'est souvent ça. Fait que ça fait que les gens ont cette idée-là que... Moi-même, on m'a demandé déjà pourquoi tu bégayais encore, t'es plus enfant. Ah oui? Okay. Maintenant que vous le dites, je vais arrêter.
exactement. Et plus récemment aussi, je pense, là, dans la nouvelle série sur Netflix, Bridgerton. Bridgerton? Ouais, je Oui, sais une pas. série à la mode. Oui. Là, peut-être que je vais dire un divulgateur. Le personnage principal présentait un bégaiement dans son enfance et on l'encense et on le félicite parce qu'il a réussi à surmonter ça et maintenant il est devenu ce bel homme qui est confiant et fort et qui ne bégait plus. Donc c'est encore ce modèle-là que le bégaiement, au fond, est très associé à la gêne, à la timidité, à de la faiblesse. Alors que les personnes qui bégaient, d'oser se montrer comme tu es, d'oser avoir une parole qui correspond pas à la parole de tout le monde, ça, moi, je trouve que c'est... Ben, j'aime pas ça dire ça, parce que quand on me dit que je suis courageuse, ça m'énerve un peu, là, mais je vais le dire pareil, ça demande une certaine forme de courage, tu sais. Oui, puis aussi le fait que, ben, comme tu nous expliquais, il y a des origines génétiques et neurologiques, donc le bégaiement en tant que tel n'est pas un trait de personnalité, même si les personnes qui bégaient peuvent ressentir du stress dans certaines situations sociales. Ouais. Bien justement, parce qu'on parlait des représentations moins positives du bégaiement dans, on peut dire, les médias. J'imagine que ces représentations-là sont pas sans conséquences. Puis tu nous as donné déjà plusieurs exemples d'interactions un peu étranges que tu as pu avoir par rapport à cette question-là. Du fait aussi là, que tu travailles dans une association qui accompagne les adultes bègues également. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les formes de discrimination ou de microagression auxquelles peuvent se heurter les personnes bègues? Ouais, ben... récemment, je m'intéresse aux micro-agressions que les personnes qui bégaient vivent. Puis ça paraît comme quelque chose qui est banal, là, mais c'est insidieux dans le sens que souvent, je vais dire à des gens, je bégais, ou tu sais, j'ai dit ça à mes professeurs, par exemple, parce que je veux pas qu'ils pensent que pour ma présentation, je suis pas bien préparée, des choses comme ça. Puis des fois, quand je le dis aux gens, ils disent ben non, tu bégais presque pas, c'est pas grave, fais-toi-en pas. Puis j'ai récemment lu un texte qui disait que les micro-agressions, c'est ça en fait, c'est que toi tu dis juste pour que tu le saches, j'appartiens à ce groupe-là de gens qui bégaient. T'sais, on ne dit pas ça comme ça, mais en disant que je bégais, c'est ce que tu sous-entends. Puis eux, je comprends vraiment que leur intention est bonne. Ils veulent te rassurer de pas faire partie de ce groupe. Ce qui sous-entend que s'afficher comme personne qui bégait ou faire partie de ce groupe-là, il y a quelque chose de honteux là-dedans. Souvent, les micro-agressions, c'est que les gens vont dire des commentaires, mais sans se rendre compte que ça sous-entend que ta condition est honteuse. Mais c'est pas ça que les gens ont en tête quand ils le disent, tu sais. Fait que c'est ça, c'est quelque chose qui m'énerve un peu, genre, ben non, c'est presque rien. Bref, j'aime ça quand je le dis, puis les gens sont juste comme, OK. Que c'est normal, tu sais, ça sous-entend que c'est normal que je le dise. Mais d'une façon plus large et probablement plus grave, si on veut, les personnes qui bégaient peuvent se heurter à des discriminations en emploi. On en parle d'ailleurs en long et en large dans l'épisode 6 de notre podcast qui s'appelle « Ressources en emploi ». Il y a une conseillère en emploi qui nous relate toutes sortes de situations que les personnes qui bégaient peuvent vivre. Par exemple, il y a un employeur qui voulait pas d'une personne qui bégait dans son entrepôt. En plus, c'est même pas avec la clientèle, là, tu sais, sous prétexte qu'il pouvait pas se permettre de perdre du temps. Donc c'est comme... Bref, ça existe et ça arrive. Il y a des formes de discrimination qui sont plus subtiles aussi, comme quand tu es dans un emploi où tu serais susceptible de donner des présentations ou de faire affaire avec le public, puis qu'on te donne jamais ces tâches-là ou ces projets-là, ou on te le refuse si tu le demandes. Il y a une fois à mon travail qu'il y a une conseillère en stage qui nous a appelés au sujet d'un étudiant qui bégayait, puis c'était en santé.
Puis elle me demandait quoi faire avec cet étudiant-là. Ben, quoi faire, comment agir, tout ça. Puis là, j'y explique ce que le bégaiement c'est, puis j'y parle des techniques orthophoniques comme faisant partie du portrait global. Tu sais, j'ai seulement, comme je lui ai parlé en long et en large de ce que le bégaiement c'est, blablabla, puis j'ai mentionné une fois qu'il y a des techniques qui pourraient peut-être aider. Et elle a sauté sur cette occasion-là pour dire mais je pense que la solution va être ça, va falloir que la personne arrête de bégayer puis utilise ces techniques-là. Mais tu sais, puis là je me suis dit comment elle peut affirmer. Tu sais, elle, ce qu'elle voulait entendre, dans le fond, c'est que est-ce qu'il y a une possibilité que la personne bégaye plus? OK. Mais c'est vraiment pas aussi simple que ça. Du côté scolaire, on a entendu à notre association quelques témoignages dont des orthophonistes et des parents qui nous disaient que les professeurs ôtaient des points à des élèves parce qu'ils bégayaient dans leur présentation, puis qu'ils jugeaient qu'ils n'étaient pas assez préparés, des choses comme ça. Puis même si on expliquait à leurs professeurs ce que le bégaiement c'est, qui voulaient rien savoir, là. J'ose penser que c'est de moins en moins fréquent maintenant parce que dans notre société, on parle de plus en plus de choses comme le trouble de l'attention, trouble du spectre de l'autisme, des choses comme ça. Fait que je pense qu'on est sensibilisé à des particularités de ce genre-là. Puis aussi, dans un excellent livre auquel je réfère souvent dans notre podcast là, qui s'appelle Stammering Pride and Prejudice, qui est un livre en fait sur comment les gens vivent le bégaiement, puis ça explore tous les angles possibles avec lesquels on peut analyser et se représenter le bégaiement. Il y a une femme qui témoigne que dans ses études, dans les années 80, si je ne me trompe pas, elle était en Grande-Bretagne, puis ses professeurs étaient souvent pas très à l'aise avec le fait qu'elle bégayait dans ses présentations. Dans ses études, elle a fait un séjour en Jamaïque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce pays-là, il y a beaucoup de gens qui bégaient. Le taux de prévalence est plus haut. Et pour cette raison-là, le bégaiement est plus accepté et normalisé. Donc, pour elle, c'était vraiment une révélation. Puis, dans ses exposés oraux en Jamaïque, ça se passait vraiment mieux. Puis, quand elle est retournée en Grande-Bretagne, elle en a parlé à son professeur, puis elle a dit, son professeur a dit, tout ça est très bien, mais dans votre oral, vous ne devez pas bégayer. Ça l'avait mis au pied du mur un peu, puis voilà, donc c'est des exemples de discrimination qu'on peut vivre, mais il y en a vraiment bien d'autres. Là, j'ai pas la prétention de faire le tour complet de cette question. Il me semble qu'il y a un exemple super important, ce serait quand tu veux un emploi, comme tu disais tout à l'heure, tu montrais des exemples très précis, mais on a toujours une entrevue. Et j'imagine qu'il y a une discrimination presque systématique à ce niveau-là, où tu n'as pas le temps nécessairement d'expliquer qu'est-ce qui va se passer, donc tu as 20 minutes avec un ensemble de gens qui t'évaluent. Et j'imagine aussi la façon dont les gens qui bégaient ont intériorisé ça, qui ne donnent pas envie d'aller faire justement cette expérience-là. Donc je ne sais pas si tu avais des exemples par rapport à ça. Oui, c'est un excellent point parce que pour les entrevues, c'est clair que c'est difficile pour... quand on bégaye. Puis encore là, je ne généraliserai pas là, parce qu'il y a des gens à notre association et dans des congrès que j'ai vus qui sont à l'aise de le faire vraiment, mais tu sais, ça demande un certain travail d'exploration des préjugés, de s'en détacher, de devenir fier de ça, tout ça. Mais, donc, pour une grande partie de gens, ça reste que c'est difficile. Ce qu'on peut faire dans les entrevues quand on bégaye, c'est annoncer à la personne qui donne notre entrevue que l'on bégaye. Il y a aussi une personne très inspirante à notre association qui nous a dit qu'elle ne l'annonce pas d'entrée de jeu, mais elle se sert des questions dans son entrevue
pour parler de comment son bégaiement l'a aidé. Par exemple, elle a fondé un groupe d'aide, elle anime des rencontres d'aide, elle donne des conférences sur le bégaiement, tout ça. Donc, elle se sert de ces questions-là qu'on entend souvent, là, comme quelles sont tes qualités ou quel projet t'a permis de grandir ou des choses comme ça. Donc, elle se sert de son bégaiement pour montrer comment elle est forte grâce à ça. Je pense aussi que, tu sais, oui, il y a des personnes qui sont fermées, c'est clair, mais notre attitude quand on bégaye joue pour beaucoup. Donc, si tu es à ton entrevue puis tu bégayes beaucoup, mais ta posture montre que tu es confiant, tu souris beaucoup, tu as des idées à la tonne. Tu sais, moi, je dis toujours que le contenu est plus important que le contenant. Bon, il y a des gens qui pensent pas ça, mais je pense que quand tu incarnes ces valeurs-là, la personne souvent va réagir à notre bégaiement selon comment on se sent. Mais c'est sûr que c'est difficile de faire ça quand toute ta vie t'as grandi avec cette idée-là que c'est mauvais, tu sais, puis ça... Donc, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je pense que c'est important de prendre en considération que c'est possible d'avoir l'air bien tout en bégayant beaucoup. Puis moi, dans mon adolescence, même jeune adulte, puis même récemment, là, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu avoir l'air bien, même quand je bégayais beaucoup, tu sais. Récemment, j'ai donné une présentation dans un cours, puis il y a un moment où j'ai bégayé plus, puis je me suis rappelé que je peux sourire tout en bégayant. Puis j'ai souri, puis là, je me suis dit que j'avais sûrement l'air vraiment... Ben là, j'ai l'air de me vanter, mais comme bien dans le fond, que j'ai aimé... Je me suis demandé ce que les gens ont pensé, tu sais, quelqu'un qui bégaye beaucoup, mais qui sourit tout en même temps, ça envoie un message « Hey, comme, t'as pas à t'en faire pour moi, tu sais. » On vient de voir dans ton intervention, puis on l'a remarqué dans plusieurs de tes commentaires, que le bégaiement n'est pas nécessairement à considérer comme un problème, comme une mauvaise chose, même si on peut avoir tendance, en tant que personne qui bégaye pas, qui a des idées reçues sur le bégaiement, à l'associer à une maladie ou à une pathologie. Est-ce que cette association, pour toi, est appropriée, surtout dans la mesure où le bégaiement, d'après ce que tu nous en as dit, ça ne constitue pas de risque majeur pour la santé de l'individu, c'est surtout un problème dans des situations sociales? Oui, bien, en fait, je pense que le mot maladie et pathologie ne s'applique pas ici parce que, comme tu l'as dit, il y a aucun risque sur la santé. La personne ne va pas mourir plus tôt, des choses comme ça, tu sais. Puis, on a vu tantôt que chez la majorité des personnes qui ont un bégaiement, c'est persistant, donc ça ne se guérit pas. Quand on sous-entend que c'est une maladie, c'est parce que... Ben, quand on dit que c'est une maladie, c'est parce que ça sous-entend qu'il y a un possible retour à un état sain. Ben, sain, encore là. C'est tellement insidieux comment les préjugés sont dans notre langage. Tu sais, on sous-entendrait que sain, ça serait qu'il n'y ait pas de bégaiement. Bref, donc, tout ça pour dire que maladie, ça ne s'applique pas. Je pense que le bégaiement, ben, on ne peut pas vraiment dire que c'est un problème en soi. C'est un problème si la personne n'est pas bien avec comment elle le vit. Puis je pense mais ça, c'est mon opinion. Je pense que c'est un problème qui est social, qu'on a construit. Je pense que quand on voit quelqu'un bégayer, on s'imagine que la personne n'est pas bien d'entrée de jeu. Par exemple, il y a un de mes amis qui bégaye, qui est BDiste, qui s'appelle Jean-Sébastien Bérubé. Dans ses BD, notamment dans Comment je ne suis pas devenu moine, il parle de son bégaiement, puis même que quand il parle dans la BD, il y a du bégaiement dans le texte. Puis il m'a dit qu'il reçoit beaucoup de commentaires, ben beaucoup, je sais pas à quel point, mais qu'il reçoit des commentaires de gens qui lui écrivent « Hey, est-ce que tu savais qu'il y a tel chaman qui traite le bégaiement ou il y a telle méthode, est-ce que tu as essayé de faire de l'acupuncture? » Donc, cette idée que dès qu'une personne bégaye, nécessairement, elle va chercher à ne plus bégayer, tu sais, c'est très ancré. Puis je pense que le problème se situe plus dans la façon dont on le regarde. Par contre, il y a des personnes dont le bégaiement est sévère,
Puis là, ça peut constituer un problème pour eux, tu sais. Puis quand, par exemple, ça prend plusieurs minutes de dire quelque chose qui, chez quelqu'un qui ne bégaye pas, prendrait quelques secondes, là, on peut considérer que c'est un problème, mais ben là, ça m'invite en fait à parler de avec quelle approche est-ce qu'on regarde le bégaiement. Donc, il y a deux approches en fait qui sont possibles, qui sont le modèle médical et le modèle social. Quand c'est médical, en fait, c'est ça, on va regarder ça pas comme une maladie nécessairement, parce qu'on sait très bien que ça n'en est pas une, mais on va regarder ça comme quelque chose qui est à régler ou à diminuer le plus possible. Quand on parle de modèle médical, ça marche super bien pour quelqu'un qui a un cancer. Mm-hmm. Donc, quand tu as un cancer, normalement, mais je ne généraliserai pas, là, peut-être qu'il y a des gens qui veulent avoir un cancer ou garder, là, je sais pas. Bref, mais pour la majorité des gens, quand t'en as un, tu souhaites qu'il disparaisse. Mm-hmm. Donc, ce modèle-là, ça s'applique très bien, ou quand ton bras est cassé, mettons, on va dire, ben c'est plate pour toi, prompt rétablissement, j'ai hâte que ton bras soit réparé pour qu'on n'ait pas d'affaires ensemble. Tu sais, comme on souhaite à la personne qu'elle revienne à son état normal. Puis, par contre, quand on applique ce modèle médical-là à des conditions qui ne sont pas appelées à changer, là, on va considérer la personne toujours comme elle s'éloigne de la norme qu'on juge saine, même si on ne s'est jamais questionné sur cette norme-là. Dès qu'elle s'en écarte, on juge que c'est triste pour elle, on juge que ça serait toujours mieux pour elle si elle se rapprochait de cette norme-là. Puis dans le bégaiement, on jugerait que la norme, c'est que tu bégaies pas. Mais donc, quand tu t'en éloignes, tu perds quelque chose, puis c'est plate pour toi. Dans mes cours, on parle... j'ai pas encore eu de cours sur le bégaiement, mais j'ai eu des cours sur d'autres... je sais jamais quel mot me servir, d'autres troubles ou particularités. Comme j'ai l'impression que tout est mauvais dans ce Bref, sur d'autres conditions. Je pense que c'est un anglicisme, mais je pense que condition est plus neutre. Bref, puis on parle beaucoup... il y a un terme qui revient souvent puis qui me tique, puis c'est parole pathologique, utilisée pour des conditions qui sont pas... Tu sais, qu'on peut ramener la personne à une parole qui est plus normale, entre guillemets. En fait, quand on parle de la normalité, c'est simplement une norme... Une moyenne. C'est ça, c'est juste des statistiques. Donc, la personne, sa condition peut changer un petit peu, mais elle va rester avec sa parole comme elle se présente maintenant, par exemple, suite à un AVC, tu sais. Fait que là, de caractériser sa parole de pathologique, je trouve qu'on l'enferme dans une condition comme OK, ben maintenant ta parole n'est pas correcte, puis c'est comme ça. Tu sais, c'est comme on enferme la personne dans une conception, alors que si on avait un terme plus neutre, comme parole aphasique, parole dysarthrique, par exemple, ben là, c'est simplement ce fait-là. T'sais. C'est plus neutre, je trouve, qu'enfermer la personne dans une conception de comment tu parles, c'est triste. T'sais. Mais je sais très bien que c'est pas ça que les experts veulent dire, c'est juste on est habitué à ces termes-là, mais ils sous-entendent beaucoup de choses qui sont lourdes, lourdes à porter pour la personne, je trouve. Pas qu'on va pas dire à la personne hey, ta parole est pathologique, mais on se sert de ces termes-là pour les représenter. Ça, c'est un problème, je pense. Pour ce qui est du modèle social, on va se pencher plus sur comment la société fonctionne, comment que les structures de la société sont mises en place et font en sorte que cette condition-là est un problème. Donc, un bon exemple pour se représenter ce que le modèle social c'est les personnes qui sont en fauteuil, par exemple. C'est un problème dans la mesure où il n'y a pas des rampes partout. Tu vas sortir de chez toi, puis il va falloir que tu planifies vraiment tous tes déplacements, ça va être vraiment intense. Tu n'es pas aussi libre qu'une personne qui n'est pas en fauteuil, mais
si c'était dans les règlements, puis là, j'ai aucune idée si c'est dans les règlements, on les appelle pas, je sais pas, mais si c'était systématique, qu'il y avait des rampes partout, qu'on avait vraiment ça à cœur, ces personnes-là seraient beaucoup moins en situation de handicap. Et le terme, cette expression, en fait, dire qu'on est en situation de handicap, ça s'inscrit beaucoup dans le modèle social parce que c'est une situation créée par la société, au fond. T'sais. Moi, quand je parlais tantôt qu'il y a des personnes que dans leur présentation à la maîtrise, ils se faisaient dire de ne pas bégayer, mais si la société était plus ouverte, puis que c'était normal, puis que dans les représentations des films, qu'on voyait des gens qui bégaient de temps en temps, ou même beaucoup, mais que ça porterait pas, mais que le film serait pas sur ça, mais ce serait juste le personnage vit sa vie, puis il a une bonne job, puis les gens l'écoutent, puis je sais pas, moi, c'est le PDG d'une grande compagnie hyper riche, puis il bégaye. Les gens auraient ces conceptions-là dans leur tête, puis si ton professeur, tu sais, t'es pas, ton bégaiement n'est pas un handicap si ton professeur te dit, ben non, c'est chill, je vais pas en tenir compte, t'auras plus de temps, tu sais, que si le professeur est comme, c'est quoi cette affaire-là? Bref, puis pour le bégaiement, le seul accommodement, puis j'aime pas ce mot-là, tu sais, on accommode la personne comme si on lui faisait une faveur, tu sais, c'est droit, là. Mais je vais m'en servir pareil, à défaut d'avoir un autre mot, mais le seul accommodement à faire pour la personne, c'est d'être patient. C'est pas, tu sais, t'as pas rien à acheter, c'est assez simple, là, on s'entend. Si je comprends bien, en fait, le modèle médical pose la personne elle-même comme ayant un problème, alors que le modèle social, comme on est en situation où il y a un problème, c'est pas la personne qui a le problème, c'est la relation entre la condition de la personne et la société. Et donc là, on peut intervenir entre la personne et la société, comme mettre des rampes d'escalier, par exemple. Pas des rampes d'escalier. Ça les aidera pas beaucoup. On mettra des rampes pour fauteuil roulant, par exemple. Donc, un peu la même chose pour... Et j'imagine aussi que la professeure dont tu parlais, elle considère en fait, elle appartenait au modèle médical. Quand tu ne veux pas faire d'accommodement, c'est que tu dis, la personne a un problème, elle le régler, puis moi, c'est pas mon problème. Donc, on dirait qu'elle adhère au modèle médical, même sans s'en rendre compte. Oui, je dirais plus qu'elle a des préjugés. Parce que même si le modèle médical est appliqué au bégaiement, ça ne veut pas nécessairement... Tu sais, on peut avoir ce modèle-là tout en ayant la conception que ça partira pas. Mm-hmm. Mais la conception, ça va être le mieux pour la personne, c'est bégayer le moins possible. Et aussi que son bégaiement, il y a quelque chose de triste là-dedans. Mm-hmm. Parce que la personne s'écarte de la norme. Puis aussi, je pense que c'est important de préciser que ni le modèle médical, ni le modèle social est nécessairement mieux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais je pense que c'est important que ces deux approches-là se parlent parce que le modèle médical est pertinent pour le bégaiement dans la mesure où, de mon opinion, là, peut-être qu'il y a des personnes qui bégaient qui vous diraient non, pas pantoute, mais il y a des personnes qui bégaient, puis comme j'ai dit tantôt, que c'est sévère, tu sais, puis ils bégaient à un point où, par exemple, ils ont de la douleur dans leurs articulateurs, mal à la langue, mal aux lèvres, mal au menton, il y a des tensions dans les épaules, tout ça. Donc, les approches orthophoniques dont j'ai parlé plus tôt peuvent donner du contrôle à la personne sur sa parole. Moi, ça m'en a donné beaucoup, là, vraiment. Puis, c'est ça, quand tu as des douleurs parce que tu bégayes, mais tu sais, ça, c'est pas la majorité des gens, mais ça peut arriver, là. Même moi, j'ai déjà donné des présentations où, tu sais, je bégayais tellement qu'après ça, j'avais mal à la tête, puis c'est possible. Voilà, donc une approche qui est médicale, donc pour essayer de bégayer le moins possible, a des bons côtés aussi. Puis l'approche sociale aussi, je pense que qu'on n'en parle pas assez, en fait, puis que cette approche-là soit plus présente, qu'on en tienne plus compte, ça peut juste faire un meilleur équilibre dans la prise en charge.
Et là, on voit de comment est-ce qu'on pourrait prendre en charge la condition des personnes qui ont du bégaiement. Et je me demandais, de façon un peu idéalisée, là, comment est-ce qu'on devrait l'aborder selon toi? Aborder La, la la, prise en charge. la prise en charge des gens qui... en fait, j'aime pas le mot prise en charge. Ouais, Je trouve qu'il est ouais, pire je que pense à d'autres ça mots. aussi. Mais je Ouais. pense pas qu'ils doivent être pris en charge, mais comment est-ce qu'on On les approche. comment Ouais. on les accompagne ou comment on les aide dans leur processus de bien sentir en fait en société. Donc, ça serait quoi ton approche si, mettons, t'avais beaucoup de pouvoir là, pour changer le monde? Là, on parle pas d'une approche chez l'orthophoniste, là. On parle globalement dans la société. C'est ça? Je te laisse Ah ouais, libre carte blanche. Ben, je vais commencer par la société, Ouais. puis après ça, je pense que je vais parler de moi, quand je vais être orthophoniste, parce que je ne vais pas tenir les choses pour acquis. Comment j'approcherais ça? Donc, la prise en charge, encore ce terme. L'accompagnement. l'accompagnement. Si je me demandais ce qu'on pouvait faire en société pour que ça aille mieux, mais ça, c'est dans mon monde de licorne. Mais je pense que c'est quand même assez possible. Bref, moi, mon rêve, là, ça serait que le bégaiement soit simplement plus présent. Puis pas juste pour le bégaiement, là, pour n'importe quoi d'autre, là, que ça soit la parole je m'en allais dire des termes qu'il faudrait que j'explique, là, mais par exemple, la parole aphasique ou dysarthrique dont j'ai parlé tantôt, que en fait, c'est quand une personne fait un AVC, par exemple, si le langage est touché, ça se peut que sa prononciation soit moins comme avant, qu'elle cherche ses mots, tout ça. Bref, fait tous les conditions touchant à la communication ou à n'importe quoi d'autre, que ça soit, en fait, pour toutes les situations de handicap qui sont des handicaps dans notre société maintenant, là, qu'on les voit plus. Parce que la représentation culturelle dans les médias, ça forge tellement notre façon de concevoir quelque chose. Puis c'est ça, quand tu parles du bégaiement à des gens, ils vont chercher rapidement dans leur tête qu'est-ce que je connais de ça, faire des liens avec ce qu'ils connaissent. Puis comme on parlait tantôt qu'il y a la représentation dans les films, là, mais ce qu'on représente dans les films, souvent, c'est un bégaiement qui a une origine psychologique. Ce qui existe, mais c'est excessivement rare. Là. C'est possible, en fait, de bégayer suite à un traumatisme, mais c'est des cas très, 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 très rares. Mais la représentation qu'on a dans les médias, c'est ça. C'est pour ça que les gens pensent ça, tu sais. Mais c'est pas juste pour ça, mais je pense qu'en grande partie, oui. Donc, si on pouvait, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, avoir des films où le personnage principal bégaye, mais il est comme... Il a l'air super bien, nanana. Dans les restaurants, s'il y avait des serveurs qui bégayaient beaucoup... moi, je trouve que ça serait super. Je sais que ma conception n'est pas comme tout le monde. Plus de profs qui bégaient. À la télévision, s'il y avait un lecteur ou une lectrice de nouvelles qui bégayait, juste pour qu'on soit habitué d'entendre ça, tu sais, puis que, dans le fond, qu'on a des modèles confiants, qui ont l'air bien, qui bégayent, même s'ils bégaient beaucoup ou pas, qui aient beaucoup de comportements secondaires ou pas. Ça, c'est des comportements, par exemple, on ferme nos yeux ou taper du pied ou des choses comme ça. Voir toutes les formes du bégaiement dans la culture, puis ne pas nécessairement présenter ça comme quelque chose qu'on surmonte, mais en fait qui doit être surmonté pour être bien. Donc c'est ça. Je pense que pour l'approcher mieux, ça serait d'en voir plus, puis de couper cette association-là avec la personne bégaye, pauvre elle est pas bien. T'sais. Puis si maintenant je pouvais ajouter, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais ça me fait penser avec la représentation, on pense aussi aux minorités visibles, etc., l'homosexualité, blablabla, dans les films, où parfois c'est représenté, mais c'est toujours un propos. C'est comme, ah, ça c'est une personne qui est secrétaire d'État. Ah, mais elle est noire. Donc ça fait partie de l'histoire, ou ça fait juste pas partie de l'histoire, en fait. C'est juste, on présente la condition parce qu'il y a des gens qui ont cette condition-là. C'est ça, comme le bégaiement, par exemple. Donc, je vois souvent, je suis vraiment une fan de séries
hispanophones. Puis je sais pas pourquoi, mais ils ont l'air super allumés et inclusifs. Là. Il y a beaucoup de personnages trans dans ces séries-là, mais la série porte pas sur eux du tout. Là. Ils sont juste là. Tu sais, puis même qu'il y a un personnage femme, dans une série que son ex était un homme devenu femme, mais ça faisait pas partie, tu sais, c'était juste de même. Il en parlait jamais. C'était comme, c'est la vie. Puis j'ai trouvé ça super beau, fait que c'est ça, c'est que ça soit représenté parce que ça existe. Ça serait la meilleure approche, je pense, selon moi, pour que le changement soit vraiment dans la tête de tout un chacun. Puis après ça, quand c'est dans la tête de tout le monde, ben le système va prendre en compte cette conception-là naturellement. Puis, ben, je sais pas ta question. Ça. Puis la deuxième, c'est en tant qu'orthophoniste, comment est-ce que tu comptes approcher l'accompagnement des gens qui sont bègues? Ben là, je souligne que j'ai pas d'expérience clinique encore. Donc, tout ce que je vais dire, je le dis avec beaucoup d'humilité. Puis je m'excuse s'il y a des gens qui nous écoutent, puis la conception est vraiment pas bonne. J'accompagnerais la personne qui bégait en ayant en tête que peut-être qu'elle vient pas me voir pour que sa parole soit plus fluide. C'est souvent ça qui arrive. Là. La personne arrive puis elle veut bégayer moins. Mais pas tenir pour acquis que c'est nécessairement ça que la personne veut. Parce qu'il y a des témoignages de personnes qui bégaient que je connais qui sont allées chez des orthophonistes puis dans le fond, c'est pas ça qu'ils voulaient, mais l'orthophoniste semblait en tout cas ne pas avoir vu cette possibilité-là, donc ils se sentaient obligés de faire des techniques ou des choses comme ça quand dans le fond, ça leur correspondait pas. Bref, donc il y a ça que je prendrais en compte. Puis prendre en compte aussi que la personne arrive en clinique avec beaucoup d'idées internalisées. Pas pour tout le monde, là, mais prendre en compte que ça existe. Peut-être qu'elle veut bégayer moins justement parce qu'elle ne sait même pas que c'est possible de vivre bien avec ça. Puis c'est ça, donc je veux vraiment que la personne arrive et que la première chose qu'on fasse ensemble, c'est qu'on explore ce qu'elle recherche et pourquoi elle veut ça, mais sans jugement du tout, là. Sans, tu sais, je veux vraiment être complètement neutre puis que la personne se sente à l'aise de dire, ben, je veux parler de façon plus fluide, tu sais, sans faire sentir à la personne, oh non, mais c'est parce que tu as internalisé ça, tu sais, tout est valide, puis si la personne veut parler de façon plus fluide, c'est parfait aussi, puis tant mieux, je comprends ça vraiment, puis si elle veut pas, c'est parfait, tu sais, dans le fond, d'avoir en tête que tout ce que la personne veut, c'est valide, mais il faut que la personne, dans sa décision, soit éclairée, il faut que sa décision soit éclairée, en fait, donc je donnerais à la personne un maximum d'informations possibles sur ce que le bégaiement c'est. Puis aussi ça, là je fais une parenthèse, c'est important parce que moi-même en tant que personne qui bégait, quand j'ai commencé à me désensibiliser, à dire aux gens que je bégais, tout ça, souvent les personnes avaient des questions ou sous-entendaient des choses, puis je voulais leur dire non, mais d'un point de vue scientifique c'est pas ça, mais je n'étais pas outillée pour le faire, donc je pense dire à la personne ce que le bégaiement c'est selon la science maintenant, c'est important aussi. Puis en même temps, ça peut l'aider à forger sa propre conception avec toutes les informations accessibles. En fait, je pense que c'est ce que je veux dire, c'est ça, je veux que la personne, en premier lieu, soit emmenée à définir sa conception, comment elle le voit, en sachant le plus de choses possibles. Puis là, si la personne souhaite aller de l'avant avec des techniques, que ce soit par le façonnement de la fluidité ou par la modification du bégaiement, je vais lui parler de toutes les approches possibles, parce qu'il y en a d'autres en fait. Il n'y a pas juste ces deux-là. Ça, c'est les plus grandes, mais il y en a d'autres. Il y a une thérapie, la TREB, la thérapie de réduction d'évitement du bégaiement, qui est vraiment axé sur la désensibilisation, donc emmener la personne à faire
tout ce qu'elle veut, en fait, puis tout ce qu'elle s'empêchait de faire. Ben, peut-être pas tout, là, mais qu'on commence par certaines choses qui sont le plus importantes pour elle. Donc, c'est ça. Je commencerai vraiment par explorer avec la personne ce qu'elle veut, puis lui parler de toutes les approches possibles. L'accompagner avec sa conception à elle. Puis comme j'ai dit tantôt, si je sens qu'il y a une composante d'anxiété sociale qui est présente, j'en parlerai aussi, puis au besoin, je référerai vers une psychologue peut-être. Mais encore là, la psychologue doit connaître ce que le bégaiement c'est, parce que moi-même, dans mon expérience et à notre association, il y a plusieurs personnes qui nous ont rapporté qu'ils ont consulté un ou une psychologue et le bégaiement était vu comme tu bégayes parce que tu n'as pas confiance en toi. Donc là, la personne travaillait sa confiance en elle pour bégayer moins. Moi, chez le psychologue, il y avait... tu sais, c'est pas sa faute du tout, là. On a exploré mon bégaiement comme un symptôme, en fait, de la relation avec mes parents. Tu sais, puis même, ça m'a fait du bien de parler de la relation avec mes parents, qui est très bonne. J'ai beaucoup de chance dans la vie, mais comme tout le monde, je pense que c'est important d'en parler à un moment de sa vie. Mais tu sais, d'aborder une condition qui est neurologique et génétique par ça, c'est un peu trompeur. Tu sais. Donc, si besoin est, je réfère la personne à un ou une psychologue, mais qui s'y connaît. Là. Puis là, je veux vraiment pas dire que c'est tout le monde, c'est des expériences, puis on sait pas à quel point ça reflète ce qui est fait généralement. Donc, c'est ça, je compte avoir une approche qui est centrée sur le client. Puis ça, c'est la norme, en fait, là, c'est ce que les orthophonistes font. Et qui est pluriel aussi. J'incorporais beaucoup de bienveillance dans mon approche aussi. Moi, ce qui m'a le plus aidé, là, c'est... en fait, c'est même pas scientifique. Ben, pourquoi qu'il y a des études peut-être là-dessus, je sais pas. Mais c'est la méditation. Parce que dans la méditation, il y a une composante de non-jugement sur ce qui arrive. Puis je pense qu'avoir une attitude de non-jugement sur ton bégaiement, donc il y a du bégaiement, mais que c'est ni bon ni mauvais. Ben si c'est bon, tant mieux. Mais moi, ça a été comme un déclencheur parce que c'est de se détacher complètement de toutes les conceptions qu'on a internalisées. Puis toute l'énergie consacrée à ces peurs-là puis à ces idées-là, je la gardais pour les techniques. Mais tu sais, parce que pour moi, pas c'est important, là, mais pour moi, j'aime avoir des techniques des fois, même si là, dans le podcast, je les utilise pas vraiment, ou je m'en rends plus compte. Mais c'est ça, donc, en fait, d'observer son bégaiement d'une façon neutre, ça permet aussi de l'analyser mieux. Donc, de se pencher dessus, tu sais, c'est quand que je bégayais plus, qu'est-ce que je ressens quand je bégayais. Puis même moi, de me poser ces questions-là, avant, c'était comme, je voulais même pas me les poser parce que je me disais, je suis donc bien poche de bégayer plus dans telle situation. C'est donc bien, comme j'aime pas ça quand ça varie, tu sais, ça m'atteignait vraiment. Puis là, de me dire, OK, il y a rien de bon ni de mauvais là-dedans, c'est juste présent. Pour moi, ça m'a comme permis de faire, OK, ben quand est-ce que je bégayais plus? Pourquoi je me sens mal? Fait avec mes clients, je pense que, mais là, c'est sous toute réserve, là, peut-être pas professionnelle, mais je travaillerais beaucoup sur le non-jugement de notre bégaiement parce que ça permet de le travailler. Ben, j'aime pas travailler. Ça permet de l'explorer avec plus de liberté, je trouve. Ah oui, dernière chose. Il y a un orthophoniste américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Christopher Constantino qui a récemment dit dans un podcast que, tu sais, parfois, il y a des gens qui bégayent qui veulent pas faire de technique du tout, puis c'est très correct. Puis même dans mes cours, j'entends des fois que on dit parfois que le client veut pas faire
ce qu'on lui recommande, ce qui sous-entend que c'est dommage, tu sais. Mais ce que Christopher Constantino dit, c'est que dans la résistance du client, il exerce son pouvoir d'agir en tant qu'individu. Puis ça, c'est magnifique, je trouve, parce que si la personne ne veut pas faire ce qu'on lui recommande, c'est son pouvoir à elle, tu sais. Puis ça lui appartient vraiment. On est qui, nous, pour juger de sa décision un coup que la personne connaît qui est accessible? Fait que j'aurais ça en tête aussi, tu sais, que je suis qui, moi, pour juger de ce que la personne devrait faire, même si j'ai des connaissances dans ce domaine-là, ça ne veut pas nécessairement dire que le mieux pour la personne, c'est de faire ça. Mm-hmm. Donc, d'être très humble tout en étant expert. En fait, une façon aussi qui pourrait être aidante, c'est de référer au podcast Parlons éthique ou au podcast Je suis le podcast. Mais c'est vrai que c'est du pré-travail que les gens peuvent faire. Ah, OK, je commence par exemple une rencontre avec une orthophoniste. Tu peux regarder cette émission-là parce que c'est ce thème-là qui m'intéresse. Puis là, tu écoutes une émission d'1 heure pendant que tu fais d'autres choses. Tu réussis peut-être à avoir un outil supplémentaire à donner à tes clients. En fait, ça me touche beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui nous disent qu'ils recommandent notre podcast aux personnes qui bégayent qu'elles accompagnent. J'ai dit client tantôt, mais j'aime pas ce mot-là. Fait que j'essaie toujours de dire que c'est des personnes, mais là, ça devient super long, genre personne qu'elle accompagne, bref. Voilà, puis ça me touche vraiment beaucoup parce que je vois que c'est utilisé comme une ressource. L'approche que tu aimerais avoir dans ta future pratique, on sent bien justement ta volonté de laisser les gens bégayer, en fait, si c'est ça qui semble leur convenir le mieux. Puis, tu as évoqué à plusieurs reprises là, l'idée qu'il y a peut-être il y a peut-être quelque chose de bien à bégayer, il y a peut-être des avantages. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est intéressant aussi que tu mentionnes ça parce que certaines personnes sourdes affirment, par exemple, que le fait qu'elles soient sourdes, ça amène une sorte de gain culturel, notamment parce qu'elles apprennent un langage des signes. Donc, il y a une culture qui se forme dans ce milieu-là. Est-ce qu'à ton avis, il y a une espèce de gain bègue davantage au fait de bégayer, de beauté là-dedans? Tout à fait. En fait, quand on parle de deaf gain, c'est ça, comme tu l'as très bien dit tantôt, là, c'est qu'il y a des avantages à être sourd que quelqu'un qui n'est pas sourd n'a pas. Puis, comme tu as dit, c'est ça, avoir accès au langage des signes, par exemple, qui est qui est un autre rapport au monde et à la communication. Puis c'est très riche, là. J'avais assisté, entre autres, à Montréal, il y a quelques années, avant la COVID, à un spectacle, à de l'improvisation en langue des signes dans les personnes sourdes, puis ça m'avait émerveillée complètement. J'avais tellement trouvé ça beau, là. Puis pas juste beau, c'est un mot tellement simple, c'était comme, il y avait tellement de couche de rapport au monde que je ne saurais même pas comment expliquer ça, mais je sentais que je résonnais vraiment beaucoup, puis qu'il y avait comme un espèce de trésor que j'entrevoyais à peine, tu sais, mais je me disais, il y a tout un autre monde, c'est fou! Bref, puis dans la communauté bègue, il y a des gens qui disent que s'il y a un deaf gain, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un stutter gain? Parce qu'on sait qu'en anglais, le mot pour un bégaiement, c'est stuttering, qui est toujours difficile à dire. Chaque mot, dans plusieurs langues, les mots pour le bégaiement sont souvent difficiles à dire. Puis on pourra en reparler peut-être plus tard, mais c'est pas pratique maintenant. Voilà, donc, puis ce que j'ai lu, entre autres, dans le livre dont je vous parlais tantôt, là, Stammering, Pride and Prejudice, parce que stammering, c'est le nom britannique pour stuttering, c'est des synonymes. Puis s'il y avait effectivement un stutter gain, de quoi est-ce que ça aurait l'air, tu sais? Puis il y a des auteurs dans ce livre-là qui se sont penchés sur cette question-là. Donc, comment est-ce que je suis une meilleure personne parce que je bégaye? Comment est-ce que pour mon voisin
par exemple, que je suis un meilleur voisin parce que je bégaye. Puis, il y a plusieurs choses qui sont ressorties de ça, entre autres que quand on bégaye, tu n'as pas le choix de montrer ta vulnérabilité. Donc, tu sais, moi qui bégaye devant vous depuis tantôt, tu sais, c'est pas le bégaiement le plus prononcé au monde, mais ça, tu sais, je vous montre quand même comment je suis, donc c'est... puis ça s'inscrit dans une société où le bégaiement, comme on en a parlé beaucoup, peut être moins bien vu. Donc, tu sais, c'est moi, dans le fond, qui prends un risque de me montrer avec ce qui est considéré comme une faiblesse. Puis je me mets à nu devant vous, si on veut, puis ça se pourrait que vous me donniez des commentaires, tout ça, puis je vous montre cette partie-là de moi, puis ça peut inviter les autres à parler de leur partie d'eux aussi, qui sont moins fiers pour une raison ou pour une autre, peut-être parce qu'ils ont internalisé des idées sur cette partie-là d'eux. Il y a aussi des gens qui nous écrivent sur notre podcast puis qui ne bégayent pas, qui ne sont pas orthophonistes, puis qui nous disent que d'entendre des gens bégayer, parler de leur histoire et tout, eux, ça les invite à être plus bienveillants avec des parties d'eux-mêmes qui aiment moins, à les accepter plus, puis à les montrer, tu sais. Puis je pense que si les personnes qui bégayent sont une invitation à être plus naturelles, ben c'est tant mieux, tu sais. Récemment, à notre association, on a eu une rencontre sur l'art thérapie, puis c'était donné par une art thérapeute qui ne bégayait pas puis qui connaissait absolument rien du bégaiement. Et en sortant, elle m'a dit que c'était une des plus belles rencontres qu'elle a eues, que les gens s'ouvraient vraiment facilement, qu'elle trouvait ça super beau, ce rapport à la parole, puis qu'elle trouvait que notre groupe était vraiment, vraiment riche. Puis ça m'a fait rendre compte comment que la perception des gens qui bégaient, qui ne bégaient pas, tu sais, ça peut être surprenant. Il y a aussi le fait que quand on bégait, souvent, ben, on parle plus lentement. Puis, il y a des professeurs qui bégaient, qui nous ont dit que leurs élèves ou leurs étudiants rapportent que c'est plus pratique pour eux. Parce qu'ils peuvent prendre leurs notes moins à la presse. Puis que c'est plus facile d'intégrer l'information quand c'est plus lent. Il y a mon neveu aussi, que quand il était petit, qui m'a dit j'aime que tu parles pas vite, comme ça je comprends mieux, puis je fais plus de temps pour réagir. Puis j'ai trouvé ça vraiment cute. Il y a aussi le fait que quand on bégaye, en fait, on a moins de contrôle sur sa parole. Puis dans notre société, on est habitué à avoir du contrôle sur beaucoup de choses. Donc, on contrôle notre environnement. On est dans une société qui capitalise, donc on exerce un grand contrôle sur tout pour produire plein de choses, pour que ça aille vite. Puis on est dans une société qui veut aussi que, ben, c'est ça, où tout va extrêmement vite, puis on se dit toujours que le plus vite c'est, le mieux c'est, parce que le temps, c'est de l'argent, tout ça, tu sais. Puis je pense que le bégaiement est une invitation à surfer sur ce manque de contrôle. Tu as moins de contrôle, t'as pas le choix parce que tu bégayes, puis c'est comme ça. Puis une des choses, ben, pour revenir à votre question sur la thérapie aussi, là, avec les personnes que je vais accompagner, puis avec moi-même aussi, là, d'apprendre à surfer avec ma parole qui ne m'obéit pas toujours, c'est une grande leçon d'humilité, puis d'adaptation aussi. Tu sais, souvent, si j'ai des présentations à faire, je vais me dire « Ah, mais si ce jour-là, je bégayais plus, je vais appliquer ma technique, je vais me donner le temps de respirer, je vais me donner le temps de tout ça. » Puis si jamais j'ai pas besoin de ces techniques-là, tant mieux, mais dans le fond, c'est ça,
c'est très... Ben, ça nous ramène à être très humble parce qu'on n'a pas le contrôle qu'on souhaiterait. Puis accepter ça, c'est aussi... c'est très libérateur, je trouve. Puis de l'accepter, ça amène à... Puis ça, c'est un avantage aussi de l'accepter, ça amène à trouver de la beauté là-dedans. Là, je sais que je fais plein de liens, là, mais le fait d'accepter mieux, puis comme on a dit tantôt, de ne pas mettre de jugement sur sa parole, ça fait que le terrain est plus neutre, puis on peut arriver à trouver de la beauté là-dedans. Donc, je pense que le bégaiement est une invitation à trouver de la beauté. Dans le fond, à changer notre point de vue sur plein de choses. Parce que si on admet qu'il y a de la beauté dans du bégaiement, par exemple, moi, ça m'arrive que je bégaye puis que je me dis « Ah, c'était comme ça l'a donné de la texture à ma parole. » Tu sais, ça peut être joli aussi. J'ai souri, fait que, je sais pas, j'avais l'air cute. Puis si on change notre point de vue là-dessus, on change notre point de vue sur d'autres choses peut-être. Tu sais, si on ouvre cette porte-là, on ouvre la porte à trouver de la beauté dans d'autres choses aussi. Puis je parlais du contrôle de notre parole, de la vitesse dans notre société. On peut, là c'est une perspective peut-être qui est extrême, mais que j'aime beaucoup. On peut considérer que le bégaiement, c'est anti-capitaliste aussi, tu sais. Dans le sens si on s'inscrit dans une perspective où on veut que tout aille vite, mais toi, t'arrives, tu bégayes, puis tu l'imposes aux autres parce que c'est ton bégaiement, ça t'appartient, puis tu peux faire ça, tant mieux, mais tu invites les autres à prendre le temps aussi. Quand la personne t'écoute bégayer, elle n'a pas le choix. Elle a le choix, elle pourrait pas s'en aller, mais j'ai pas le temps, mais il n'y a pas grand monde qui feront ça, fait que souvent on sent qu'on est... c'est ça, qu'on n'a pas le choix, puis c'est une invitation à prendre le temps puis attendre, tu sais. J'ai déjà été dans un congrès où, comme je disais tantôt, là, que la personne qu'elle bégayait beaucoup puis ça prenait beaucoup de temps, puis pour moi, j'avais vu ça comme une expérience genre « Wow! » Pendant ces quelques minutes-là, notre échange n'a pas correspondu du tout à toutes les règles que l'on connaît. On a échangé peu de contenu dans un temps assez long, mais on n'avait pas besoin d'échanger plus que ça, puis notre échange était parfait comme il était, tu sais. Donc, c'est une invitation à revisiter notre rapport au temps et à revisiter notre rapport à la parole aussi. Dans mes cours, on dit souvent que la parole de la personne, c'est vraiment intime, tu sais. En fait, notre parole, c'est une des manières avec laquelle on exerce le plus de contrôle sur le monde. En fait, pas de contrôle, mais d'effet plutôt, hein. Tu sais, c'est avec notre parole qu'on se partage, qu'on travaille, Puis quand ta parole correspond pas nécessairement ou toujours à des normes, c'est un exercice de te détacher de ces normes-là. Puis comme j'ai dit tantôt, d'inviter les gens à faire la même chose aussi. Parce qu'on questionne rarement les normes qu'on tient pour acquis qu'elles sont idéales, mais souvent, c'est pas le cas. Je trouve ça très beau ce que tu dis, parce que tu montres que le fait de rencontrer une personne qui bégaye ou d'avoir un échange avec une personne qui bégaye, ça nous pousse à valoriser plus le fait d'échanger avec la personne que ce qu'on va faire avec l'échange. C'est-à-dire que la parole, c'est moins comme une fonction ou un instrument pour faire quelque chose qui va très, très vite, mais ce qui compte, c'est vraiment de prendre le temps d'être avec la personne, de recevoir ce qu'elle dit, puis de poursuivre la conversation en tant que telle. Même que moi-même, ça m'a inspirée parce que, j'ai un rapport avec l'écriture qui est... j'ai un baccalauréat en littérature et en traduction, puis pour moi, ça a toujours été important de ne pas faire de fautes quand j'écris, d'écrire selon les règles grammaticales, puis avoir un beau style, tout ça, tu sais. Puis je me suis rendu compte que le bégaiement, tu sais, c'est un peu... Si je jugeais les gens parce qu'ils font des fautes, là, ça serait comme... Moi, je veux pas qu'on me juge parce que ma parole correspond pas au style qu'on considère qui est bien. Fait que ça m'a fait réfléchir à ça, tu sais, puis j'entends souvent des gens dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, dans l'annonce chez Maxi, il manquait un S, whatever », puis ça m'a fait réfléchir, puis j'étais comme « Mais tu sais,
dans le fond, ce qui importe le plus dans l'écriture, c'est qu'on comprenne ce qu'il dit. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a tellement de petites blagues là, qui est faites comme il a fait une faute ou j'écris tout croche, tu sais, mais mon propre rapport avec le bégaiement m'a fait rendre compte que mon rapport avec l'écriture était aussi plein de préjugés, si on veut, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ben, si on comprend ce que la personne écrit, c'est ça qui compte le plus, tu sais, c'est le contenu, pas le contenant. Ça, c'est pour moi, là. Puis, ouais, c'est un peu, tu sais, c'est les mêmes blagues un peu que quand quelqu'un parle, puis il s'enfarge dans ses mots, puis comme, voyons, je parle tout croche, tu sais, mais moi, quand j'entends ça, je suis comme, fait que moi, je parle tout croche tout le temps, tu sais, puis je remarque vraiment que les gens s'excusent beaucoup dès qu'ils trébuchent, dès qu'ils cherchent un mot, puis ça témoigne de notre rapport à la vitesse. Quand on parle, là, on veut toujours que ça aille vite parce que dès qu'on s'accroche, c'est comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis non même poche! » Mais tu sais, mais moi, quand j'entends ces blagues-là, je suis comme « OK, moi, il faut que je me détache de ça, tu sais, parce que je peux pas répondre à ces exigences-là. » Puis ça m'a appris à ne pas m'excuser quand je bégaye, en fond. Mm-hmm. Mais là, il y a une question, je pense que tu viens de soulever un point super important. Y a-tu vraiment une annonce de Maxi? Je suis certain que les gens l'ont ça en tête, ils peuvent pas. OK. Non, il n'y a pas une annonce précisément. Ben, en fait, avec le dernier point que tu disais, chaque émission a une influence dans ma vie en général, mais on a eu plusieurs discussions avant l'enregistrement et on faisait beaucoup d'editing aussi, nous, avec le podcast, à chaque fois qu'on trébuche aussi. Et là, tu nous avais fait remarquer que c'est correct de trébucher sur certains mots. Et dorénavant, on va faire beaucoup moins d'éditing. On va faire l'éditing de base, là, évidemment. Mais au niveau des gens qui trébuchent sur des mots, on va changer ça. Donc, en ayant ce rapport-là, tu vas me permettre de me sauver peut-être 2-3 heures par émission. Donc, ça va me faire ça va avoir un impact positif sur notre editing. Et donc, c'est la première émission qui a un impact sur le contenant de notre contenu de podcast. Donc, je veux dire que ça avait déjà un impact sur nous. Et aussi, dans nos échanges, la première fois, je me souviens, j'avais envie de compléter tes mots. J'étais comme, mais moi, je vais dire le mot à sa place. Puis ça m'a appris aussi à ralentir, même si je parle tout un petit peu trop vite. Là, je fais vraiment attention, mais j'ai encore un petit peu de difficulté avec ça. Mais ça m'a permis de cheminer là-dessus. Donc, je tenais à te remercier de ce que ça nous a apporté et j'imagine que ça apporte à nos auditeurs et auditrices. Ouais, ça me touche beaucoup, mais merci de me dire ça. Puis je veux préciser que si tu trouves que tu parles trop vite, ben en fait, tu peux parler vite si tu veux. Ça dépend juste de ce que tu veux, toi, vraiment. Quand tu as toutes les informations accessibles sur le fait de parler vite. La croissance continue encore. Merci beaucoup, Geneviève. Mais merci à vous.